Le changement, c'est comme une mise à jour de ton IDE. Tu sais que ça va t'apporter des nouveautés sympas, des optimisations, des bugs corrigés, mais tu sais aussi que ton extension préférée risque de ne plus marcher et que tu vas râler pendant au moins une bonne semaine. Mais alors, pourquoi changer quand ça marche ? Comment convaincre une équipe que ce nouveau process n'est pas juste une lubie managériale ? Et surtout, comment éviter que la conduite du changement se transforme en conduite vers une sortie de route ? Pour répondre à ces questions d'évolution, je ne reçois pas Charles Darwin, mais il s'y connaît en adaptation. Nazim, bonjour. Bonjour Bruno, enchanté. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Nazim, Engineering Manager chez Caros. Ok. Et effectivement, je manage actuellement les équipes mobiles et web chez Caros. Et effectivement, j'ai eu l'occasion dans ma carrière, avant de développeur, de subir un peu des changements et maintenant d'être un peu à l'initiative de certains changements. Et la phrase que tu as dit qui est importante, c'est oui, quand on commence un changement dans une équipe, c'est pas parce que on se fait chier en tant que manager et qu'on veut faire quelque chose, c'est parce qu'on voit une problématique et qu'on veut essayer d'améliorer surtout le quotidien des équipes, parce que avant tout, c'est notre rôle. Donc voilà. Oui, mais enfin, alors c'est un très bon point effectivement que tu soulèves, c'est que, en tout cas, on l'espère, quand il y a un changement de process, d'outils, on parle ici de changements conséquents, on ne parle pas juste de petits changements qui sont menés ici et là, on parle vraiment de changements conséquents dans le travail quotidien d'une équipe. On espère qu'effectivement que c'est mené parce qu'il y a un objectif réel et qui soit sain pour l'équipe. Mais comment est-ce que tu fais pour identifier que justement il y a un besoin de changement et que tu vois que la solution elle est dans un changement aussi drastique et pas forcément dans juste je sais pas d'apporter un nouvel outil, ça peut être même aussi bête que peut-être changer juste les chaises de tout le monde. Enfin, tu vois, on peut imaginer tout un tas de... Oui. Comment tu fais pour identifier, en fait, parce qu'il y a un risque fort, quand même, sur ce genre de changement qu'on peut faire. Oui. En fait, sur les changements, bien sûr, je pense que la majorité des changements qu'on fait dans les équipes, c'est des choses mineures, voire, on va dire, moyenne difficulté. Les changements drastiques, c'est vraiment quand il y a une problématique. Et il y a plusieurs choses. Première chose, c'est déjà, en tant qu'ingénieur manager, discuter avec les gens, voir un peu c'est quoi leurs problématiques, c'est quoi les pain points, et pas forcément que des devs, que des techs, voir aussi l'aspect business. Qu'est-ce qui se passe côté business ? Est-ce que côté business, ils pensent que la vélocité des équipes, ou en tout cas les livrables de l'équipe, ne sont pas de qualité, soit ils sont à des intervalles assez longs, ou bien tout changement que demande le business est assez coûteux côté dev. Toutes ces choses-là, et voir des KPI, aller regarder la vélocité de l'équipe, aller regarder comment se comporte tel ou tel logiciel. Est-ce que sur un outil, tu parlais d'outils, sur un outil, est-ce qu'il est vraiment utilisé par les équipes ? Est-ce que l'outil nous permet de faire tout ce qu'on a envie de faire ? Moi, je l'ai vu chez Caros, un outil qui a été choisi il y a 2-3 ans, il était top à 2-3 ans, mais maintenant avec la boîte qui grandit, l'équipe qui grandit, forcément ça change tout. Donc vraiment aller comprendre les problématiques des gens et aller voir ça, appuyer ça avec vraiment des métriques, essayer d'aller chercher des métriques qui correspondent à cette problématique pour voir est-ce que c'est juste du ressenti humain ou est-ce qu'il y a vraiment une problématique quelque part. Ouais. Et derrière, faire comprendre aux équipes c'est quoi le problème qu'on veut résoudre. C'est très important. Et les faire participer à comment on va le résoudre. En fait. Ouais. Donc, l'idée, effectivement, autour de cette discussion qu'on va avoir, toi et moi, pour l'ensemble des auditoristes, c'est effectivement de s'intéresser à cette notion de conduite du changement et comment est-ce qu'on s'assure que ce changement se passe dans les meilleures conditions pour essayer de s'appuyer sur quelque chose d'un peu concret et éviter
les grands discours très, très marketing. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu des grands changements que tu as vécu ou que tu es en train de vivre aujourd'hui sur ton poste? Ok. Pour te prendre un exemple, on a une organisation d'équipe qui est un peu... on a une équipe mobile, donc, qui comprend des data mobile mais aussi des data backend. On a une équipe qui s'occupe un peu de nos SaaS de manière générale, et on a une équipe qu'on appelle Science, mais qui est plus sur l'intelligence artificielle et comment match de covoiturage. Donc Caros, on fait du covoiturage domicile-travail au quotidien. Donc, Ok. Donc voilà. Et des fois, on avait une problématique qui arrivait, c'est les sujets qui sont cross-équipe. Donc on peut avoir un sujet qui est mobile, mais qui a en même temps de l'impact sur le SaaS, ou qui a un peu d'impact sur la science, ou l'inverse. Et comment on arrive à faire ça? Un des constats quand je suis arrivé, c'est que la majorité des projets qui sont cross-équipe sont pénibles à exécuter et sont souvent en retard. Et du coup, la question, c'est comment on pourrait améliorer ça. Donc, identifier la problématique, c'est très simple, parce qu'on a des sujets qu'on livre par quarter, et on voit les sujets qui sont en retard, et effectivement, les sujets qui sont cross-équipe sont souvent en retard, parce que la priorité de l'équipe A n'est pas forcément la priorité de l'équipe B. Ouais. Mais cette pénibilité que tu évoques, elle s'exprime comment? C'est que dans du retard de projet, ou il y a d'autres trucs, il y a d'autres frictions qui sont générées en fait dans... Les frictions, c'est une équipe A qui attend qu'une équipe B fasse quelque chose pour la débloquer, sauf que cette équipe B, ce n'est pas du tout dans leur priorité, et donc l'équipe A, soit elle attend, soit elle drop son projet, soit elle change, ou elle essaye de se débrouiller sans. Ce qui est encore pire, c'est qu'en général, du coup, c'est fait de manière un peu cachée, un peu sale. Donc voilà, ça peut être comme ça. Donc tu as des frustrations de personnes aussi qui ont des projets là. Et tu as aussi des projets, c'est souvent des projets, quand on arrive à des projets cross-équipe, c'est souvent des projets à gros impact en termes de business, etc. Donc ça peut aussi être des frustrations côté business, parce que c'est quelque chose qui est attendu par nos clients, qui est important et tout. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'identifier ça et voir si c'est un cas isolé, ou est-ce que c'est quelque chose qui se répète avec les projets, quoi. Ok. Donc, face à une situation comme ça, quel a été le changement que vous avez décidé d'opérer chez Caros? Le changement qu'on a essayé d'opérer, c'est... on est arrivé avec une proposition, une base de discussion avec les équipes. Cette base de discussion, c'est de se dire, OK, on sait qu'on a cette problématique-là. Cette problématique-là va de plus en plus se répéter, parce qu'on aura de plus en plus de projets qui vont être cross-équipe. Et de se dire, OK, est-ce qu'une des solutions, ça ne serait pas de se dire... L'autre problématique que j'avais oubliée dans les sujets cross-équipe, c'est que ton sujet, il est par exemple chez l'équipe mobile, mais quand il y a une partie qui est chez une autre équipe, le PM de l'équipe mobile passe la main à l'autre PM. Ouais. Donc tu as un peu deux PM qui gèrent le même sujet, donc c'est un peu complexe, parce qu'en termes d'ownership, tu n'as pas qu'une seule personne qui gère le sujet. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de se dire, OK, on va essayer sur 2 projets pilotes de créer ce qu'on appelle des squads temporaires, de dire, OK, on aura un seul PM qui lead le projet, on va réunir tous les devs dont on a besoin, mobile, back-end, sciences, etc., au sein de la même équipe, avec des stand-up comme une équipe normale, réguliers. On était parti sur des stand-up 1 jour sur 2, et vraiment leur faire toute la partie, faciliter toute la partie synchronisation, communication, et avoir un seul ownership de ce produit-là, en termes de produit, et pas je passe la main à l'autre et j'attends que l'autre fasse sa partie-là. Donc on a fait un pilote. Déjà, on est venu avec cette base, cette idée. On a présenté la problématique aux équipes. On a présenté la base de solutions qu'on voulait. L'idée, c'était de récolter des feedbacks de l'équipe, parce qu'eux, ils sont quand même au quotidien dans ce sujet-là, et ajuster la solution avec les retours de l'équipe. Et du coup, une fois qu'on est arrivé avec un consensus qui nous semblait correct, on s'est dit, OK, on va prendre 2 projets pilotes, on va tester dessus, et on va faire une rétro à la fin de ces 2 projets pour se dire, OK, est-ce que ça a fonctionné et du coup on peut l'améliorer, ou est-ce que c'était vraiment la cata et du coup on abandonne le sujet, on abandonne le truc
plus tard. Pour essayer d'encore mieux comprendre le contexte dans lequel vous étiez, est-ce que tu peux nous préciser peut-être la taille des différentes équipes et ces Ouais. 2 équipes pilotes aussi, après, que du coup, comment ça a été Ouais. Si je prends le sujet pilote, c'était une fonctionnalité qu'on devait faire pour certains clients. Donc, Caros, on fait du covoiturage domicile-travail, mais on fait du B2B, 2T. Donc, il y a l'application que vous pouvez télécharger sur le store. Mais nous, on a des partenariats avec soit des territoires, donc par exemple l'Île-de-France, ou des entreprises. Par exemple, il peut y avoir des entreprises, par exemple Bosch en Allemagne ou autres, qui ont besoin, ils sont un peu en extérieur, donc Ouais. ça les arrange d'avoir un système de covoiturage pour permettre à leurs employés de venir tous ensemble. Et donc on avait... Comme ça, les gens peuvent travailler aussi sur leur trajet Exactement. sur leur commute. Exactement. En plus, entre collègues, ça leur permet de faire connaissance, ça leur permet d'économiser de l'argent, il y a plein d'avantages pour eux. Et un des sujets qu'on devait faire, c'était un sujet de gestion de parking. Donc, en gros, certaines entreprises ont leur parking et les employés qui viennent doivent réserver leur parking. Et comment s'assurer que la bonne personne est au bon parking, etc. Et elle a bien réservé. Et ce sujet implique 2 équipes. Impliquer l'équipe qui s'occupe un peu de nos SaaS, donc le back-office pour les territoires ou les entreprises, parce qu'il faut que... Il faut définir le parking. Exactement, le configurer, combien de places, comment c'est disposé, etc. Et l'équipe mobile, parce qu'il faut bien que la personne réserve son parking. Ouais. Et donc, voilà, sur ce sujet-là, on a actuellement les équipes mobiles. Donc l'équipe mobile, il y a 4 développeurs mobiles, 2 devs back-end, un PM, un designer, et dans l'équipe SaaS, il y a 3 développeurs back, un développeur front, un PM pareil, un designer. Ok. Donc on a une quinzaine de personnes à peu près en tout sur l'équipe tech. Exactement. Et du coup, ce qu'on a fait, on a pris un développeur back et front de l'équipe SaaS, exactement. Et on a pris un dev iOS, un dev Android de l'équipe mobile, plus le PM de l'équipe SaaS. Et on a regroupé tout ça, plus pour le coup, les designers, on a pris les 2 parce qu'on a un designer qui est plus spécialisé sur le mobile et un qui est plus spécialisé sur le web. On a regroupé tout ce monde-là au sein de la même équipe pour se dire, OK, maintenant, à partir de maintenant, vous bossez ensemble jusqu'à la livraison de ce projet et toutes vos synchronisations, vos itérations, vos stand-up, etc., vous essayez de les faire ensemble pour permettre un peu fluidifier cette communication et fluidifier cette synchronisation. Donc voilà. Est-ce que je te spoil sur comment ça s'est passé jusqu'au bout alors, en fait, avant ça, ce qui est quand même intéressant, c'est que alors déjà, au final, ton prototype, ton test avec 2 projets, en fait, ça, du coup, ça a impacté 100% de l'équipe tech, parce que j'imagine que, par les prix que tu nous indiques, je pense que les deux squads, c'était en fait l'ensemble de l'équipe, mais juste organisé différemment. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que déjà, cette période de test, en fait, du coup, a impliqué tout le monde. Parce que ma question au début, quand tu me disais on a fait 2 projets pilotes, moi, ma question, c'était quid de ceux qui sont à côté et qui regardent leurs petits camarades bosser avec une nouvelle méthode et qu'eux sont coincés dans l'ancien système. C'est pas toujours agréable, mais là, du coup, au moins, eux, ils étaient tous impliqués dans le changement. Toutes les équipes étaient impliquées dans le pilote, mais pas tous les devs. Ok. Il y avait des devs qui n'ont pas été impliqués dans les pilotes parce que on n'avait pas besoin de telles compétences ou elles étaient comblées par exemple, il y avait si je te prends l'exemple toujours du parking, il y avait des développeurs back dans l'équipe mobile. Sauf que le projet était piloté par l'équipe SaaS. Et du coup, les développeurs back-end qui ont fait ce projet-là étaient côté SaaS. Et les développeurs back-end côté mobile n'ont pas été impliqués dans ce projet-là. Et aussi, en plus de tout ça, c'est que tu as un changement qui concerne donc un changement d'équipe, mais donc aussi un changement d'organisation. Et donc, j'imagine peut-être aussi un changement de process, donc de méthode de travail. Donc, ça a dû quand même être assez lourd du jour au lendemain de passer d'une orga à une autre. En tout cas, en ressenti pour les équipes, je pense que c'était pas facile au début. Ce qui facilitait les choses, c'est qu'on savait que c'était un changement temporaire, dans le sens, c'était pour livrer le projet. On n'était pas en train de faire un big bang de toute l'organisation pour tout le temps. Du coup, c'était vraiment pour livrer le projet et pour se dire, OK, je pense que on a parlé pas mal avec les équipes, et ce qui était aussi compris par les équipes, c'est d'une, la problématique,
qu'est-ce qu'on essaie de résoudre. Et le truc, c'est de dire, ok, on sait tous que la pire des choses, c'est de rien faire. On sait que ça marche pas. Donc, essayons. Ça fonctionne, on va l'améliorer. Ça fonctionne pas, on revient en arrière. On n'aura pas perdu grand-chose. Donc voilà. Alors, sur ce cas très particulier, alors, je ne sais pas si ma question va s'appliquer à tous les contextes, mais sur ce cas très particulier, en fait, tu as une difficulté à faire fonctionner les équipes entre elles. Déjà, il y aurait eu une solution qui aurait été de dire en fait, on va mettre en place un process pour que l'information circule mieux, pour que les deadlines s'alignent. Enfin, tu vois, tu peux dire aussi, c'est au niveau du management de s'assurer que les objectifs soient alignés quand il y a une passation de projet d'un côté ou de l'autre. Mais aussi, comment tu fais pour embarquer les équipes parce que, alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que dans les équipes, il y en a certains qui disaient le problème, ce n'est pas l'organisation globale, le problème, c'est l'équipe B qui ne fait pas ce qu'on leur demande quand on leur demande. Oui. En général, il n'y a pas eu ce genre de remarque, mais c'est humain de dire le problème, c'est les autres et pas moi. Embarquer les équipes, pour moi, il y a 2 choses qui sont vraiment clés. C'est faire comprendre ce qu'on est en train de résoudre. Vraiment, il faut que l'équipe ait conscience que... Enfin, ce qu'on cherche à résoudre, en tout cas. Ce qu'on cherche à résoudre, exactement. Et impliquer les gens. Discuter avec les gens, les impliquer aussi dans la solution et essayer de prendre leur feedback en amont, mais aussi prendre leur feedback à la fin, de leur dire, ok, vous l'avez vécu, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on garde? Est-ce qu'il y a des choses qu'on enlève? Et vraiment, pour moi, c'est ça. Et il y a aussi une partie qui est importante, c'est entre les deux, suivre les équipes. Être au quotidien avec eux, peut-être assister à leur stand-up pour voir comment ça fonctionne, voir un peu leurs problématiques. Est-ce qu'il y a quand même encore des soucis qui sont résiduels? Est-ce qu'il y a des nouveaux soucis qui sortent? Parce que quand on fait un changement, peut-être qu'on résout des problèmes existants, mais on en crée d'autres. C'est même sûr. C'est même sûr, oui. C'est même sûr qu'on en crée d'autres. Voilà. Est-ce que ce qu'on a créé est pire que ce qu'on avait résolu? Ça, c'est la vraie question qui fait que est-ce que ça fonctionne ou pas? Mais vraiment, c'est pas je décide de vous appliquer, c'est voilà ce que j'essaye de résoudre, aidez-moi à le résoudre. Donc, Et alors, comment est-ce que tu accompagnes du coup les équipes dans ce changement? Parce que donc il y a eu un changement de paradigme de plus ou moins fort selon les individus, en plus, j'imagine, en tout cas perçu comme étant plus ou moins fort par les individus. Comment tu fais pour les accompagner pour qu'à un moment, en fait, le changement soit mené par eux-mêmes directement? J'imagine que c'est peut-être aussi ça l'objectif, que ce soit plus ton... Dans tous les cas, une fois le changement mis en place, eux, ils sont au quotidien. C'est eux qui sont moteurs du changement. Donc, c'est eux qui vont le vivre au quotidien et c'est eux qui vont aussi le faire grandir, entre guillemets. Moi, ce que je fais, c'est être présent au quotidien, être présent lors des rituels des équipes, discuter aussi du sujet en one-one avec les équipes, voir comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent frustrés, est-ce qu'ils voient des choses positives, des choses négatives, comment on pourrait ajuster même en plein milieu les choses négatives qu'ils peuvent voir. Donc vraiment, et montrer que on est là pour les aider et que s'il y a des problématiques qu'ils rencontrent autour, on est là aussi pour les débloquer et pour les aider au quotidien. Alors, c'est peut-être une vision un peu naïve de ma part, mais de ma vision, quand tu passes d'une équipe back, une équipe back, une équipe mobile, à des équipes avec un projet précis, un objectif précis, je me dis que c'est peut-être plus agréable, enfin en tout cas pour moi, en tant que développeur, je préfère avoir un périmètre métier, enfin tu vois, une problématique client à résoudre, plutôt que de me dire je suis responsable du mobile, et au final, tu vois, c'est moins palpable. C'est moins palpable, c'est moins concret d'une certaine manière. Donc peut-être que ça peut t'aider aussi à faire, en fait, à embarquer les gens dans ce changement-là. Oui. Clairement, je pense que ça peut aider parce que les équipes comprennent ce qu'on veut, au-delà de la problématique pour laquelle on a fait le changement, elles comprennent ce qu'on veut résoudre pour le client. Ils sont impliqués dans les retours qu'on a eu des clients, ils sont impliqués dans la construction de la feature, de comment on va le faire, comment on va résoudre, c'est quoi ce qui est possible de faire côté back, côté mobile, etc. Donc, essayer vraiment aussi d'un point de vue produit, construire les choses avec eux.
Et voilà, tout ça fait que les équipes se sentent, et je suis d'accord avec toi, moi je préférais toujours avoir un objectif clair, me dire ok, ton rôle c'est de livrer telle feature parce qu'elle est super importante, que juste tu fais partie d'une grande équipe qui a plein de choses à faire. Ouais. Donc, Et est-ce qu'il y avait une ambition de passer sur ce qu'on appelle les feature teams ou les impact teams, tu vois, de donner une mission en fait à chaque équipe et charge à eux de choisir ce qu'ils font pour mener cette mission, ou il y avait quand même une vocation de se dire faut faire des équipes par projet et du coup pour chaque projet on fera un shuffle des équipes. pour être honnête, l'idée nous a traversé, Ouais. mais je pense que c'était beaucoup trop de changements pour les équipes. Et d'une, beaucoup trop de changements pour les équipes, et de deux, qui dit feature team dit beaucoup de personnes. L'équipe tech, elle est quand même assez petite. Ouais, 15 personnes. Ouais. On a, je te prends un exemple, on a 2 développeurs Android. Si tu les sépares, ils vont être un peu tout seuls, chacun de leur côté. Pareil pour les développeurs iOS, etc. Donc c'est vrai que dans la réflexion, on s'est posé l'idée. On s'est dit, ok, vu la taille des équipes et vu les contraintes qu'on a, je pense que la solution, c'est de faire le truc intermédiaire, de dire, ok, sur certaines features, on a besoin de créer une squad pour livrer cette feature-là. Et après, tout le monde, entre guillemets, retourne à ses habitudes. Ok. Donc, voilà. Et alors, j'imagine qu'avant de se lancer dans ce test, vous avez défini un ensemble d'indicateurs, KPI, enfin, on les appelle comme on veut, pour vérifier comment est-ce qu'avançait le test. Est-ce que vous étiez défini des seuils où vous vous êtes dit, si jamais on passe sous ce seuil-là ou si on passe au-dessus de celui-là, on arrête le test, enfin, tu vois, freinage d'urgence et on roll back à ce que c'était avant? En gros, une fois que le projet est parti, c'était très dur d'arrêter en plein milieu. Okay. Parce que tu as un PM qui est responsable du produit, tu vas pas dire, ok, on enlève la partie mobile que tu avais, on va la remettre chez l'autre, et l'autre, il débarque de nulle part pour gérer cette partie-là. Non, on s'est pas dit freinage d'urgence, mais on s'est dit qu'on acceptait de prendre entre guillemets, le risque pour un projet qui va durer 1 mois et demi, de dire que même s'il y a des difficultés, à part si c'est la catastrophe, mais s'il y a des difficultés, on est capable de les encaisser en moins pour cette courte période. Alors, comment s'est passé ce premier test? On a fait un peu un retour à des équipes. Effectivement, on a résolu des problèmes et créé d'autres. Donc, résolu des problèmes, ce qui était cool, c'est que je pense que tout le monde a été unanime que sur l'aspect communication entre les équipes et synchronisation, c'était beaucoup mieux. C'était très facile de parler avec les autres vu que tout le monde était réuni au sein de la même équipe. C'était plus facile à gérer d'avoir un seul PM qui lead le projet totalement et pas avoir deux PM par exemple ou 2-3 PM qui jonglent avec le contexte de chacun. Ça, c'était top. L'un des points négatifs, c'est on a créé des mini-silos. Parce que si tu prends un dev Android et que tu le mets dans une équipe, dans l'équipe parking par exemple, l'autre dev Android n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Donc à part ce que lui dit, entre guillemets, son collègue. Et du coup, c'est peut-être moins facile pour lui de faire de la review de code, de tester la feature, de faire de la review de manière générale. Donc ça crée des mini-silos à cet aspect-là. Donc on a, entre guillemets, cassé les silos entre les deux équipes, mais on a créé des petits silos dans les équipes. Entre les technos, ouais. Donc ça, c'était un peu le point, on va dire, négatif. Et de se dire, ok, est-ce qu'on est capable de résoudre cette problématique et de se dire, est-ce qu'on est capable d'adapter cette solution en la gardant pour résoudre cette espèce de silo entre components, ou est-ce que ça va être difficile, quoi. Ouais. Et donc, vous avez réussi à donc, alors déjà, on est d'accord qu'une fois que le test est terminé, donc déjà, pendant la durée du test, les autres équipes, en fait, étaient complètement... quasiment vidés de tout leur constituant, en fait. Vidés d'une partie de leur... D'une bonne partie, quand même, des équipes. Mais une fois que le projet est terminé, ils sont revenus dans leurs équipes. Oui. Et on a repris business as usual. C'est ça le... Okay. Exactement. Et du coup, l'idée, c'est de reproduire ça uniquement pour des projets transverses, ou en tout cas transverses aux deux équipes, ou c'est maintenant de transformer ce changement-là en quelque chose d'un peu plus
global? Non, pour l'instant, on garde ce changement-là pour les sujets transverses. Ok. On a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient et maintenant on est sur... donc on a un nouveau quarter qui commence bientôt, en octobre. Et donc l'idée c'est de dire, ok, comment on arrive à fluidifier cette partie-là de mon binôme de composants, il est au courant de ce que je suis en train de faire et au moment de l'arrivée de code ou des tests ou autre, il est capable de savoir pourquoi j'ai fait ça comme ça et pas pourquoi ça comme ça. Donc ça c'est des discussions qu'il faut avoir avec vraiment les personnes techniques des équipes pour en discuter avec eux et voir un peu est-ce que eux ils ont des solutions ou des choses à proposer malgré le fait qu'on peut venir avec des idées. Mais on va garder ça. Je pense que les tailles des équipes qu'on a ne nous permettent pas de faire ça à grande échelle. Ok. Et attends, ma question m'a échappé. C'était sur... oui, est-ce que dans ce test, dans ce changement de manière de travailler, il y a eu des apprentissages que vous avez quand même répercutés après sur les deux équipes? Je sais pas, des changements de méthode, passage de Scrum à du Kanban ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu des... Ce qui s'est passé, c'est, par exemple, ce qui peut se passer aussi, c'est les deux équipes ont des manières de fonctionner qui sont différentes. Par exemple, si tu prends les développeurs back qui sont côté SaaS, ils n'ont pas forcément l'habitude de bosser avec du mobile. Et donc, bosser avec du mobile, c'est un peu plus différent que de bosser avec du web, parce que le mobile a un peu plus, entre guillemets, de contraintes. Et du coup, ce qu'on a appris, c'est surtout comment arriver à synchroniser les équipes tech, comment on arrive à créer des specs techniques qui font que les équipes s'entendent avant même que l'API soit prête. Comment on arrive à gérer tout ça, comment on arrive à caler des process des équipes qui sont... Parce que, en fait, ce qui était dur, c'est on crée cette équipe temporaire, mais au moment où tu as tes tickets sur le sujet du parking et que tu dois aller refiner, les estimer et complexité, tu es obligé de te retourner vers ton binôme technique. Et ton binôme technique n'est pas dans ton équipe. Et donc, c'était aussi comment synchroniser des manières de fonctionner. Là, pour le coup, les deux équipes étaient en sprint, donc c'était un peu moins difficile, avec des dates de début qui étaient semblables sur les débuts des sprints, donc c'était un peu plus facile de bosser ça. Mais il y avait des petits soucis de synchro ou de méthodologie qui étaient un peu différentes entre les deux équipes. Et donc, on se pose la question de, effectivement, est-ce que pour aider à cette organisation, est-ce qu'il ne faut pas vraiment unifier la manière dont bossent toutes les équipes pour qu'une fois qu'elles sont dans le bain ensemble, elles se reconnaissent dans cette manière de fonctionner. Ouais. Et donc du coup aussi sur les fameux binômes tech, encore une fois, je sais que on parle d'une équipe de 15 personnes, donc sur plein de technos différentes quand même déjà, mine de rien, c'est ce qui facilite pas aussi la chose. Est-ce qu'il y a aussi la mise en place maintenant de nomenclature ou de méthode de travail pour que les devs Android fonctionnent de la même façon et que du coup, quand ils sont pas côte à côte, en fait, il y a des réflexes qui font tu vois, que ça casse le silo potentiel qui peut se créer quand il y a un changement de par un nouveau projet qui arriverait. Oui. On encourage pas mal les devs à déjà construire avec leur binôme qui, même s'il n'est pas dans la squad, construire avec lui, réfléchir avec lui de comment je vais architecturer mon code, comment je vais le découper, pourquoi je fais ça comme ça et pourquoi je fais pas ça comme ça. Et vraiment arriver à la fin, j'ai une spec technique qui a été validée par les deux binômes. Et se dire, ok, on est alignés tous les deux, je peux moi aller, entre guillemets, coder ma feature en étant rassuré que mon binôme comprend le contexte et il est d'accord avec ma façon de faire. Donc vraiment, améliorer cette synchronisation, je pense, qui est importante. Ok. Et est-ce que pour accompagner tous ces changements, il y a eu aussi des changements de techno, des changements d'outils? Enfin, tu vois, à quel point vous avez tout bousculé? Changement de techno, non, il n'y en a pas eu. Changement d'outils, on en a fait un peu en amont. Juste avant de faire ce changement-là. Chez Caros, avant, on utilisait, quand je suis arrivé, les équipes utilisaient Monday
C'est un outil de gestion de projet. Et cet outil-là ne correspondait plus aux besoins de l'équipe. Donc pareil, juste avant, on avait fait un changement d'outil. On est passé sur Jira. Mais ce qui était bien dans ce changement d'outil, c'est que il a été décidé par les équipes. En gros, quand on a vu que cet outil ne correspondait plus, on s'est dit « Ok, j'ai pris une personne côté produit, enfin une ou plusieurs personnes côté produit, côté dev, côté support, et je leur ai dit dans un monde idéal, si demain on change d'outil, c'est quoi vos besoins? Donnez-moi juste, listez-moi c'est quoi vos besoins. » Et on a juste listé ses besoins, on a benchmarké les outils, on a créé des comptes de test, on leur a filé à tous, et on leur a dit « Ok, à la fin, c'est quoi avec quoi vous êtes le plus à l'aise ?» Et c'est comme ça qu'on a basculé sur Jira. Donc voilà, il y a eu un changement d'outil avant. Donc je pense que les équipes étaient habituées un peu. Mais il n'y a pas eu de gros big bang au-delà de l'organisation sur d'outils ou sur de la techno ou sur autre. Avec ces deux expériences, tu penses que qu'est-ce qui est le plus complexe pour les... C'est un changement d'organisation ou un changement d'outils ou de techno? Le changement, en fait, il y a plusieurs choses. Le changement d'orga peut avoir l'impression d'être subi. C'est plus difficile, je pense, pour des devs. Et même moi, quand je l'ai vécu en tant que dev, parce que j'ai mon équipe, j'ai mon binôme, je m'entends très bien. J'ai l'impression qu'on me sort d'un truc où je suis bien vers un truc où je suis pas à l'aise. Et donc, je pense que c'est peut-être plus difficile à vivre. Et après, les changements de techno, pour moi, il y a deux trucs. C'est, des fois, les changements de techno sont bienvenus. Par exemple, côté Android, j'ai connu le passage entre Java et Kotlin. Et il n'y a pas photo. On était tous heureux. Et par contre, quand je vois, par exemple, tout l'impact qu'a l'IA, c'est très dur pour beaucoup de gens. Côté dev, de se dire, mon métier, il est bouleversé vraiment. Et soit entre guillemets, je l'accepte et j'embrasse ce changement-là. Et si je résiste, est-ce que j'arriverai à résister longtemps à contre-courant? Donc, en fait, pour moi, ça dépend. Est-ce que le changement, vraiment, il est là que pour du positif? Mais les changements d'orga, c'est beaucoup plus dur parce qu'on bouscule beaucoup les habitudes des gens. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu vois, ce que j'entends aussi, c'est que quand tu changes de techno, tu vois, par exemple, l'exemple de Java à Kotlin est assez intéressant. Quand tu passes de Java à Kotlin, en fait, ce que tu dis, c'est que ton métier reste le même. Tu restes dev, tu continues à le faire de la même façon. C'est juste que tu passes à une techno plus moderne. C'est comme si tu revends ta R25 pour te prendre une Mercedes. Enfin, la comparaison n'est peut-être pas idéale, mais c'est l'idée. C'est que tu passes d'un truc... c'est la même fonction, tu conduis de la même façon ta voiture, que ce soit une R25 ou une Mercedes. C'est juste que le confort n'est pas tout à fait le même. Là où je vois qu'effectivement l'IA, c'est un perturbateur pour plein de gens parce qu'en fait, on ne sait pas ce que le métier va devenir, qu'on a l'impression qu'on nous reprend notre métier en nous disant la machine le fait mieux et que du coup on ne sert plus à rien. Donc forcément il y a ce rejet un peu humain de dire j'accepte pas qu'on me rejette. Mais ce que j'entends aussi dans ce que tu évoques sur les changements d'organisation, c'est que tu as aussi tu vois, ça me fait penser un peu aussi au code review. Quand tu es plus jeune dans le métier de dev, les premières code review, on les vit mal parce qu'on ne se détache pas du code, en fait. On dit que si tu attaques mon code, c'est moi que tu attaques, en fait. Exactement. Et tu vois, moi, j'imagine bien qu'effectivement, en plus, toi, tu venais d'arriver chez Caros, de ce que je comprends, et tu leur dis, quand vous avez un projet transverse, ça ne marche pas, faut qu'on apprenne à bosser autrement. En fait, tu as des gens en sous-texte qui peuvent comprendre. En fait, il est en train de nous dire qu'on ne sait pas bosser correctement et qui va nous apprendre à bosser. Donc, tu as un espèce de jugement de valeur, en fait, qui peut être perçu par les collaborateurs. Et même inconscient, c'est humain. Tu as une nouvelle personne qui arrive dans n'importe quelle boîte, et je l'ai vécu en tant que dev. Elle te dit, OK, ce truc-là, on va le changer, on va l'améliorer. Inconsciemment, tu peux te dire, mais pour qui il se prend, lui? Et du coup, oui, effectivement, tu peux avoir cet effet-là. C'est pour ça que je pense que comprendre la problématique, et des fois, ce qui est important, moi, j'ai pris beaucoup de temps à le comprendre.
quand j'étais dev, au début, pour moi, là, je suis en train de faire du code, je suis en train de m'éclater. Et tout l'aspect de je bosse pour un business, au début, enfin, ça m'intéressait pas beaucoup. Je prenais mes tickets, je faisais mes trucs et tout. Et en fait, au final, je l'ai compris très tard. Maintenant, en tant que manager, je suis dedans. Et j'essaie de comprendre, de faire comprendre aux équipes, on est là pour une boîte. C'est sûr que notre métier, on l'aime et on s'éclate à le faire, mais on est là pour aider une boîte. Donc si ça fonctionne en interne dans l'équipe, mais que le business voit que pour lui ça ne fonctionne pas parce qu'on ne délivre pas assez vite ou parce que tout changement coûte beaucoup, bah, c'est que ça ne fonctionne pas en fait. Donc voilà, des fois, moi j'ai pas mal de seniors dans les équipes, donc ils le voient ce truc-là et c'est plutôt cool. Mais moi, perso, j'ai pris beaucoup de temps avant de... Ouais. J'étais vraiment dans ma bulle de je suis développeur et je fais mes tâches, quoi. Mais ça, on le voit beaucoup, effectivement, les personnes un peu plus juniors dans ce métier-là, ils vont chercher à faire un bel algorithme, de faire un joli code et compagnie. Là où quand tu gagnes effectivement en expérience, tu as envie de faire quelque chose qui répond à une problématique qui t'est posée. Tu veux résoudre un problème, pas juste faire un joli truc, parce que faire le truc, en fait, ça te fait plaisir qu'à toi. Là où résoudre le problème de quelqu'un, bah, potentiellement, tu changes la vie de plusieurs personnes, plusieurs milliers de personnes, ou même plusieurs millions selon l'échelle de ton service, quoi. Oui. Et je te prends un exemple simple. Et ça, quand je suis arrivé chez Carros, l'équipe mobile était sur des cycles de 1 mois. Donc des sprints d'1 mois avec une release à la fin du mois. Et en fonction des sprints, la release était plus ou moins, on va dire, tenue. Et ça, l'équipe, ça fonctionnait très bien en interne. Et je le comprends, l'équipe est petite et tout, ça fonctionnait très bien en interne. Mais pour le business, livrer de la valeur chaque mois, c'était pas bon du tout. Donc, au début, on en a discuté pas mal avec l'équipe. Et je leur ai dit, OK, là, on a une problématique. Moi, ce que je vous propose, de ce que j'ai vécu de mon expérience de dev, souvent, c'était des cycles de 2 semaines avec des releases chaque 2 semaines. Et quand je leur ai proposé, je lui ai dit, on peut prendre ça, on teste sur 3-4 cycles et se dire, OK, à la fin, on fait un point. Est-ce que c'est vraiment pas mal ? Pas du tout. Au début, les équipes étaient un peu en crainte et c'est vraiment normal parce que ils imaginent tout le boulot que c'est une release côté mobile. Il faut tester, il faut faire de la non-règle, il faut tester des fois sur plusieurs devices, plusieurs versions d'OS et de se dire, OK, on doit faire tout ça chaque 15 jours. Tu nous rajoutes un travail de fou. Et la seule réponse que j'avais à leur donner, c'est testons. Allez, vraiment testons. Ouais. Et se dire, OK, on fait un point à la fin, vous me dites non, on n'arrive pas à tenir le rythme, pas de souci. Et au final, on a fait le point et l'équipe était contente. Côté produit, côté business, c'était plus simple. Surtout, ce qu'on a mis en place, c'est de se dire, OK, on met en place un espèce de release train. Donc, on a des dates de release fixes qui sont connues à l'avance par le produit, par le business. Et c'est après au produit d'arriver à dire, OK, moi, ça m'intéresse de target telle ou telle release qui sort le 15 septembre, par exemple, ou target telle release, et on fera en sorte qu'on y arrive. Et du coup, si le projet n'est pas ready, la release sort quand même, parce qu'il y a toujours des bug fixes, il y a toujours des petites améliorations, il y a toujours des choses. Donc au début, ça pouvait faire peur, et je le conçois tout à fait. Hein. Moi, j'aurais été dev à leur place, j'aurais dit, mais tu es en train de me rajouter une tonne de boulot, on n'est pas beaucoup, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Mais au final, quand on a fait la mini-discussion après, une mini-rétro, les équipes étaient plutôt contentes. C'est sûr qu'il y a un peu plus de charge et on est obligé de demander plus d'aide aussi à l'équipe produit pour tester, etc. Mais au final, avoir ce rythme-là, c'est calé. On sait quand est-ce qu'on est en prod, on sait comment c'est fait. Donc au final, c'était top, quoi. Ok. On a parlé un tout petit peu d'IA et du changement que ça apporte sur le métier. Donc toi, avec ces différents projets de changement que tu as déjà mis dans des équipes, comment est-ce que tu accompagnes l'ensemble des devs chez Carros pour justement s'adapter à ce nouveau paradigme qui est en train de changer? On ne sait pas encore dans quelle direction et à quel point ça va changer. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est en train de changer. Ouais. Comment tu fais pour accompagner quand justement tu n'as pas cette connaissance de où est-ce que tu veux aller? Sauf si toi, tu as la vision et tu sais où tu veux aller. Non, je pense que personne ne sait où on va aller avec l'IA. Il y a 2 choses. Déjà, on nous fournit les outils.
mon CTO, on leur dit ok, vous avez besoin de tester tel outil, Cursor, Cloud Code, machin truc, venez nous voir, on vous donne des licences. Donc ça, c'est vraiment fournir l'outil et pas tester. Parce que quand tu testes un outil en mode trial, bah, t'es pas sûr que tu as toutes les features, t'es pas sûr que tu es au plein de capacité de vraiment tester l'outil. Fournir du temps, leur dire ok, nous, on admet en tant que manager que vous avez X de temps qu'on vous fournit pour faire des tests. Et si jamais ça impacte des projets qui sont en retard, pour cette raison-là, nous, on prend notre responsabilité. Spécifiquement sur le fait de coder avec de l'IA générative prendre du temps pour tester l'IA. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est, je pense que ça, c'est important, c'est donner l'exemple. Ouais. Moi, j'ai testé du Cursor, je teste du Cloud Code, je fais mes retours à l'équipe, je leur fais « Ok, j'ai fait ça pour la génération de tests, ça a marché. Par contre, quand j'ai testé pour créer une vue, machin, ça n'a pas très bien fonctionné. » Et vraiment être aussi la première pour leur dire « Moi aussi, je ne sais pas où je vais, mais je teste avec vous. Je découvre avec vous, je teste avec vous. En tout cas, n'ayez pas peur, allons-y tous ensemble, en fait. » Et du coup, vraiment essayer de... On a, entre guillemets, créé un petit channel entre nous pour essayer de donner des feedbacks. Ok, moi j'ai testé ça dans ce contexte-là, ça a marché, ça m'a fait ça. Moi j'ai testé ça dans ce contexte-là, ça a fonctionné. Ou bien j'ai testé, c'était la cata. Et vraiment, c'est ça en fait, parce que c'est vraiment c'est un big bang du métier qui est un peu dur. Et je pense que c'est pas facile à vivre pour tout le monde, surtout. En fait, surtout, ça change ta façon de voir totalement les choses, quoi. Et tu vois une adoption de ces outils-là au sein des équipes est-ce que tu saurais dire, par exemple, la proportion de code aujourd'hui qui est générée, que vous poussez en prod? Une proportion de code qui est générée... Enfin, c'est tenté que tu le traques, je ne sais pas si c'est le cas. Ouais, non, je peux pas te dire, mais je sais que, par exemple, sur des aspects, et c'est plus facile de faire adopter l'IA sur des aspects qui sont un peu chiants pour nous les devs, genre créer des tests, faire de la doc, tous ces aspects-là qui peuvent être un peu plus durs, on arrive à un peu plus adapter sur ça. Mais sur on va dire le cœur du métier, c'est plus dur parce que j'ai l'impression que c'est la partie où les gens s'éclatent et t'es en train de entre guillemets, leur enlever leur plaisir. Et donc, prendre la porte de dire, ok, pour les tâches qui sont un peu dures ou rébarbatives ou chiantes, une refacto, quelque chose, ou utilisez l'IA, ça vous fera quand même gagner du temps, jusqu'à ce que les gens voient le potentiel, je pense, d'eux-mêmes, pour se dire, ok, pour cette tâche-là, je vais utiliser l'IA. Mais pour l'instant, dire à une personne ou quelqu'un... tu codes une majorité ou une partie de ta feature en IA, c'est un peu complexe. Après, pour des tâches vraiment un peu chiantes ou un peu dures, c'est plus facile de faire adopter comme ça. Okay. Pour terminer, on est dans un métier quand même où le changement est un peu inhérent à notre métier, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles technos qui sortent en permanence, il y a des nouveaux paradigmes qui sortent, des nouvelles manières de s'organiser. Effectivement, l'IA générative qui bouscule encore une fois tout ça. Donc le changement, c'est une nécessité. On sait qu'on est dans un métier où si tu ne changes pas, tu te scléroses et tu deviens obsolète. Comment est-ce que toi tu fais pour que toi et tes équipes, vous soyez dans un... Enfin, pour que ce changement devienne quelque chose de naturel, que ce soit un changement quasi perpétuel, pour qu'en fait tu n'aies plus besoin de changer. Parce qu'en fait, tu vois, tu t'adaptes en fait en permanence et donc t'as pas besoin de point de rupture, quoi. Moi, il y a deux trucs enfin, il y a plusieurs trucs qui sont importants pour moi. C'est d'une part avoir cet état d'esprit de se dire on est capable de s'améliorer tout le temps. On est capable en termes de code, en termes de process, en termes de tout, on est capable de review. Quand j'ai des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, une première chose que je le dis, vous arrivez avec un regard frais, dites-nous tout. Si vous voyez un truc qui ne fonctionne pas, ou même vous posez la question, mais pourquoi ils font ça? Dis-le moi. Je veux le savoir parce que quand tu es dedans, tu vois pas forcément tout, à part tes métriques que tu as, tes KPI, il y a des choses que tu vois, mais des fois, il y a des choses qui peuvent paraître pas logiques, mais qu'on fait quand même. Et
tu parlais à un moment de Dev Junior première review, et pas prendre les choses personnellement. Moi, demain, je mets en place un outil, un process, et 2 mois après, on me dit, ça fonctionne pas, on va le changer. Ça me dérange pas. Je vais pas dire non, c'est moi qui l'ai fait. Non. Oui, mais c'est aussi parce que tu as un certain âge, et donc oui, tu as cette maturité de te dire, en fait, mon travail, c'est pas moi, et que si on critique mon travail, c'est pas moi qu'on attaque personnellement. Exactement. Mais j'essaye, en tout cas, j'essaye d'être l'exemple, de dire, ok, sur toutes les choses qu'on a mis en place, sur toutes les choses qu'on a construites ensemble, faut se remettre en question. Il faut se dire, ok, est-ce que c'est toujours le bon process? Est-ce que c'est toujours le bon outil? Est-ce que c'est toujours la bonne façon de fonctionner? Et je pense que ça garde à l'esprit dans tous les cas, on est dans comme tu dis, le monde de la tech bouge énormément en termes de techno, en termes de tout. Et il faut qu'on garde cet état d'esprit parce que sinon, on est vite perdu. Ouais. Moi, je me rappelle, je me garde toujours un souvenir quand j'ai commencé. C'était peut-être une de mes premières expériences. Quand je suis sorti d'école et tout, je me rappelle les développeurs Flash. Ouais. C'était les rois du monde. On cherchait tous des développeurs Flash. Ils étaient super bien payés. Et du jour au lendemain... T'as commencé il y a longtemps alors quand même. 2010, 2011, il y en avait encore un peu. Il y avait un peu de... alors, a priori, plus tant que ça, parce que 2007, c'est la sortie de l'iPhone. Ouais. Donc, 2008, Steve Jobs... dès 2007, Steve Jobs dit qu'il n'y aura jamais de Flash sur iPhone. Attends, et donc, Flash a commencé il y avait Flash, il y avait... Moi, je sais que Flash en faisait en 2000... en 2003. Il y avait Flash, il y avait une autre techno... Oui, ils avaient essayé de sortir un truc... Celle qui faisait la techno, ils faisaient beaucoup sur Facebook, des jeux, Je sais pas s'il y avait Flash, il y avait un autre truc. Bref, je me rappelle qu'il y avait... Je sais plus exactement. Mais... Et du jour au lendemain, ils sont tous devenus soit des devs mobiles, soit des devs web, soit des autres choses. Et des fois, tu as des changements qui sont imposés. L'IS, c'est un peu un changement dans le même style où il est imposé. On est vraiment... On n'a pas le choix et on est obligé. Donc voilà, le métier bouge beaucoup et du coup, il faut garder cet état d'esprit. Clairement. Top. Merci beaucoup, Nazim, pour cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? Un contenu que j'ai envie de partager. J'ai un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est les principes de Toltec. Ouais. Je les ai lus, surtout quand j'ai commencé un peu le management, les accords de Toltec, et ça aide, parce que dedans il y a ce qu'on disait, ne pas prendre les choses personnellement, par exemple, et ça aide un peu à voir les choses un peu autrement. Ok, canon. Et dernière question, qui est de loin la plus importante de ce podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation. Tabulation, très bien. Merci beaucoup, Nazim. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Voilà, j'espère qu'on vous a donné quelques clés pour accompagner des changements aussi structurants ou futiles soient-ils, mais surtout qu'on est dans un métier qui bouge beaucoup et donc il faut rester souple sur les genoux, comme on dit. Il faut rester agile, il faut rester mobile parce qu'il faut s'adapter à ces différents changements. Il y a une énorme vague de transformation qui est en train de nous tomber dessus. Peut-être que ça fera un flop, peut-être que ça va être un tsunami, on ne sait pas encore. En tout cas, ça bouge beaucoup, donc faut s'accrocher, il faut rester effectivement agile et tenir le cap. Donc n'hésitez pas à contacter bien évidemment Nazim si vous voulez creuser un peu le sujet avec lui. Je vous remercie, moi, comme toujours, de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à aller checker le Tipeee en description de cet épisode si vous voulez contribuer à ce podcast et l'aider à grandir. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici.
Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous. Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisanddev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.